Alors, nous allons reprendre la suite de ce débat avec nos 4 témoins qui étaient présents et qui ont assisté au témoignage de l'ensemble des acteurs qui étaient présents, donc à savoir Rokhaya Diallo, Edoui Plenel, Juan Massénia et Ahmed Nadjar. Alors peut-être que la première réaction qui va être, je la réserve à Ahmed Nadjar, puisqu'il vient de loin, il vient de Marseille, et j'ai été très attentif aux propos qui ont été tenus tout à l'heure, et notamment avec une question qui est revenue assez régulièrement, c'est la question de la proximité du quotidien, de ces plis du quotidien que les grands médias parfois n'arrivent pas à voir, et qui quelque part, lorsque, comme disait Michael Kamdem, on coupe Facebook et les réseaux médiatiques, on a l'impression que ça va plutôt bien dans les quartiers. Alors vous, Ahmed Nadjar, qui avait un média qui réside au-dessus d'une salle de prière et qui a une vue sur le marché aux puces de Marseille, est-ce que justement ce quotidien que vous arpentez tous les jours, est-ce qu'il intéresse d'une part vos lecteurs, et est-ce que c'est un élément sur lequel vous arrivez à construire une dynamique qui peut être entendue bien évidemment par les habitants des quartiers, mais au-delà? J'ai toujours eu cette double identité, à la fois d'entrepreneur et de militant associatif, social et lutte antiraciste, parce que c'est notre identité. On a toujours dû se battre 2 fois plus, à tel point que le premier court-métrage qu'on avait fait, c'était un court-métrage sur la lutte contre les discriminations. On avait mis 2 candidats, un noir et un blanc, et par un jeu de caméra, on pensait qu'ils étaient sur la même ligne, sauf qu'il y en a un qui courait un 100 mètres plat, le blanc, et le deuxième candidat noir courait un 110 mètres. Et à la fin de ce court-métrage, on avait mis un slogan, discrimination, c'est quand les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous. Donc ça, c'était avant les lois, toutes les lois qu'il y a eu de lutte contre les discriminations, notamment les directives européennes. Donc c'était à une époque où il était important de montrer par une image ce que subissaient tous les candidats surdiplômés qui envoyaient des CV et qui n'avaient jamais d'entretien, tout ça. Donc c'est vrai que à partir de là, nous, on s'est rendu compte que l'image était un excellent support pour faire passer des messages. Est-ce que vous pensez, comme c'était le thème de la première table ronde, est-ce que vous avez raté quelque chose ou pas Ah non, nous, on n'a rien raté. Nous, on était toujours précurseurs et en avance. Déjà, ne serait-ce que dans les médias sur Internet, on a été un peu comme certains, en fait, créateurs sans le savoir. Et tout ça parce qu'effectivement, lorsqu'on faisait des notes d'opportunité pour les grandes rédactions, c'était jamais pris. Donc, mais tous les militants de cette époque-là ont quand même ouvert des voies à ceux qui sont arrivés un peu derrière. Moi, je me souviens des colloques qu'il y avait eu à l'époque, par exemple Écran Pâle, ou par exemple, moi je me souviens, j'avais filmé, je te l'avais montré, Farid, un jeune noir qui interpellait les rédactions des chaînes, qui s'appelait Harry Roselmack, et qui disait, mais si vous ne mettez pas des noirs à l'antenne, comme l'exemplarité est importante, c'est aussi un processus d'identification. Il fallait absolument jouer sur l'image, sinon les jeunes ils vont se voir que footballeurs ou boxeurs. Le fait de mettre de la couleur à l'antenne posait problème, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus un problème de fond, parce qu'il y a eu, je vais appeler ça la chalgoumisation des journalismes, sauf évidemment notre ami Rokhaya Diallo, qui est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on a eu quelques hommes politiques et quelques femmes et hommes dans les médias qui n'ont pas renié leur combat et qui ont parfois payé difficilement. Moi, ça m'attriste quand j'ai vu, par exemple, Rokhaya, je voulais prendre le TGV et venir faire un scandale. Non, mais je parle avec émotion. J'ai le droit aussi de... Tu voulais que j'intervienne parce que tu sais que je parle avec mes tripes et je suis pas briefé, et je suis pas formaté pour intervenir dans... Et là, on est entre nous. C'est un peu de l'entre-soi, comme tu dis. Donc. Justement, sur cette question, la fracture raciale, c'est une perche que vous me tendez et qui me permet d'interpeller Rokhaya Diallo. Donc, Rokhaya Diallo, vous avez été une militante antiraciste, vous avez fondé une association, les Indivisibles. Aujourd'hui, vous intervenez dans les grands médias. Et il est vrai qu'on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, où beaucoup d'intervenants ont cité la difficile relation avec les grands médias. Donc, compte tenu de votre expérience, du récit et de l'expérience que vous portez, quel a été un peu l'accueil qui vous a été réservé dans ces grands médias? Et est-ce que vous arrivez, au sein
de ces grands médias, donc à savoir les chroniques que vous animez sur des chaînes à la fois de radio nationale et télé nationale. Est-ce que vous arrivez à faire passer, j'ai envie de dire, les propos qui peuvent être ceux que nous tenons dans nos médias alternatifs ? Je suis venue au journalisme complètement par hasard, parce que j'étais militante et un jour j'ai été invitée sur une chaîne de télévision pour parler de mon association. C'est sur un plateau de Canal+, et c'est comme ça que la cellule repérage de Canal+ m'a proposé des chroniques. Donc je suis venue au journalisme avec une forme de naïveté qui fait que j'avais pas vraiment tous les codes qu'on peut avoir en passant par une école de journaliste, et qui de ce fait m'a jamais donner le sentiment que je pouvais avoir des limites dans la prise de parole que je pouvais avoir publiquement. Donc la chance que j'ai, c'est que je suis intervenue sur les médias d'abord comme militante, donc avec des idées qui étaient lisibles et qui étaient pas... j'ai jamais eu cette prétention de neutralité que peuvent avoir certains journalistes. Donc cette chance-là fait que j'ai pu poursuivre mon travail, c'est-à-dire que j'ai appris vraiment à être journaliste sur les plateaux de télévision, on m'a confié des reportages, etc. Mais je suis arrivée avec l'image de la personne qui avait fondé une association antiraciste et qui militait explicitement contre le sexisme, contre le racisme et contre différentes formes de racisme. Ce qui fait que toutes les sollicitations que j'ai pu avoir en tant que journaliste tenaient compte de mes opinions, y compris sur des médias plutôt conservateurs comme RTL. Je suis sur RTL depuis 5 ans, qui est un média dont la majorité des éditorialistes ne sont pas en sympathie avec mes idées, puisque c'est la radio de Éric Zemmour. Mais je pense que... Alors c'est compliqué, parce qu'à la fois, j'ai toujours eu la liberté de faire ce que je voulais, donc j'ai pu... Voilà, je suis dans des débats, donc je suis dans des contextes de débat. Donc l'idée du débat, c'est qu'on ne peut pas être briefé a priori, on s'exprime dans une forme de spontanéité. Donc je dis ce que je veux, mais j'ai aussi une fonction. Et ça, j'en ai tout à fait conscience. C'est-à-dire que dans un débat sur RTL, je suis la personne de gauche, je suis une femme, on est très très peu nombreuses, on doit être 25%. Je suis aussi noire, je suis issue de quartier populaire. Donc quand on parle de tous ces sujets-là, j'en parle d'un point de vue qui peut être différent de celui de la majorité. Donc c'est une difficulté, c'est-à-dire qu'à la fois, pour moi, c'est génial d'avoir l'opportunité de m'exprimer auprès de millions de personnes, mais je sais que je remplis une fonction. Il est arrivé, par exemple, lorsqu'il y a eu des polémiques avec Éric Zemmour, que le patron de la rédaction dise « Mais non, on n'est pas du tout conservateur, on a Rokhaya Diallo ». Donc j'ai appris à cette occasion qu'il me connaissait. Mais c'est aussi ça, c'est pas agréable de voir son nom associé à ce genre de justification. Mais et après, l'autre chose, c'est que je peux jouer, je peux remplir cette fonction-là, mais je reste complètement isolée, c'est-à-dire que je fais des débats. Alors ma présence va justifier la tonalité d'un débat, mais je vais être toute seule à défendre un point de vue qui va paraître complètement marginal ou même un peu fou, parce que quand on est ici, qu'on se parle entre nous, on est tout à fait conscient du fait qu'on partage, on est assez nombreux à partager ces idées-là. Mais moi, quand j'en parle publiquement, j'ai vraiment le sentiment de dire des choses incroyables. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... La question, c'est peut-être, on n'a peut-être rien raté, mais on ne veut pas être entendu, finalement. Disons qu'on est... en fait, j'ai l'impression qu'il y a systématiquement de la place pour une personne. C'est-à-dire que moi, je vais faire mon temps peut-être à un moment, quand je serai plus à la mode pour des raisons X ou Y, on va peut-être ressortir une autre personne qui va avoir les mêmes idées que moi, qui va avoir la même fonction, mais on ne va pas être deux ou 3 sur un plateau de télévision à défendre des idées proches, alors qu'on pouvait avoir sur un même plateau Elisabeth Lévy, Yvan Rioufol, Éric Zemmour, etc. Ça m'arrive parfois à la radio, et j'ai pas le sentiment qu'il soit possible. Par exemple, dans l'émission où je suis, il y a Clémentine Autain. Et on n'est jamais ensemble. On n'est jamais ensemble parce qu'on a des idées qui sont trop proches. Bon, on est 2 femmes en plus, donc il faut qu'il y ait une femme par émission. Mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là de finalement d'être isolé, ce qui rend quand même l'argumentation assez fragile et qui humainement peut être aussi éprouvant. Mais après, à titre personnel, je suis pas vraiment à plaindre, dans la mesure où moi je travaille quasiment que pour des médias qui sont mainstream, et j'ai la possibilité d'exposer mes idées au plus grand nombre, mais quitte à apparaître comme étant marginale ou un peu représentante aussi. Voilà. C'est Rachid Santaki qui posait cette analyse, c'est que nos médias alternatifs finalement sont des médias marginaux, donc un peu aux marges du mécano médiatique. Donc Edoui Plenel, vous avez été directeur d'une grande rédaction nationale, vous avez fait le choix aussi de fonder un nouveau média, donc sur le net, et quelque part de rejoindre une forme de marginalité aussi. Et à ce titre-là, est-ce que les témoignages qui ont été ceux de mes collègues tout à l'heure vous interrogent pas en miroir ? Bonsoir. Vous savez, pour qu'une page tienne, il faut qu'il y ait des marges. Autrement, le texte tombe. Donc je pense que la marge, c'est là où les choses s'inventent et c'est là où les choses se créent. La question « qu'est-ce qu'on a raté ?» j'ai envie de la mettre de côté. Non,
oui, ce qu'on a raté, c'est le rapport de force. C'est arriver à faire encore mieux levier. Et que ces marges, qui sont une immense richesse, dans leur addition, fassent levier face à un système qui est en crise, qui est profondément conformiste et qui est emporté actuellement par l'appel à la guerre, par l'appel au simplisme, par l'appel aux stigmatisations et aux assignations. Je vais dire 3 choses. Premièrement, non seulement on n'a rien raté, mais il faut faire levier de ces événements dramatiques pour dire 7, 8, 9 janvier, les 17 victimes, c'est notre France. C'est la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. Elles sont d'origines différentes, d'apparences différentes, de croyances différentes, d'histoires différentes, de cultures différentes. Et parmi ces victimes, oui, il y avait un gardien, nous sommes tous journalistes, de la langue française. Mustapha Ourad, musulman de culture, algérien, récemment de nationalité française, c'était le correcteur de Charlie Hebdo. Il y avait un gardien de la paix française, un policier, un gardien de la République, Ahmed Merabet, musulman de foi, de croyance. Sa sœur, sa mère, avec leur foulard, étaient là lors de ses obsèques. Et puis il y a eu un héros, Lassana Bathily, qui est venu sans papier, qui était collégien, soutenu par le réseau Éducation sans frontières. Et c'est lui qui, très modestement, en disant « on est tous frères », très naturellement, a sauvé des otages face aux crimes antisémites de l'hypercacher. Ce que je viens de dire, rendez-vous compte, devrait être dit en boucle par tous les médias et tous les politiques. C'est ça la France. Qui l'a dit la semaine dernière ? Le président des États-Unis d'Amérique. À la fin du sommet sur le terrorisme. Il a dit, bien sûr, il y a l'antisémitisme, bien sûr, il y a tous ces crimes de type fasciste, c'est un assassinat politique, Charlie Hebdo, c'est un crime antisémite, l'hypercacher, mais il y a toute cette réalité. Et c'est cela, plutôt que de parler d'islamo-fascisme, plutôt que de dire c'est les musulmans qui sont comptables, mais les musulmans, ils sont les victimes aussi. Dans un moment comme celui que nous vivons, on ne fait pas la morale à l'autre qui est en train de se perdre. On doit le convaincre par un rapport de force, par une dynamique. Et pour moi, dans cette dynamique, il y a quelque chose que nous devons faire et qui est à l'image de tout ce que sont nos médias, qui est la question des causes communes. Faire lien d'une cause à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une identité à l'autre. Et là, il y a un enjeu qui va faire tomber beaucoup de barrières si nous sommes capables de le faire. Ce qui était décrit tout à l'heure, mais ce qui se passe, et on le voit après les crimes de Copenhague, c'est-à-dire tout d'un coup faire tomber, ne pas être dans le repli de ceux qui se replient et qui désignent l'autre, mais au contraire aller chercher l'autre. Et donc faire toutes ces initiatives de cause commune, entre les uns et les autres, et de chercher cette exemplarité-là. Donc moi, je crois au contraire qu'il y a aujourd'hui pas à se dire, comme des lapins dans les phares, « Ah, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, qu'est-ce que l'école a fait ? Ah, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait et tout ?» Non, ce qu'on n'a pas suffisamment fait, c'est de faire la chaîne tous ensemble pour changer le rapport de force face à ceux qui voudraient faire levier, au contraire, de ces crimes pour nous entraîner dans la guerre. La peur, la politique de la peur, la guerre de tous contre tous. On a l'impression, Juan Massénia, qu'avec votre travail, donc vous venez de la radio Génération à l'origine, vous avez travaillé sur TomTom et vous avez fait TomTom et récemment réalisé un documentaire où, moi je pense que vous avez plutôt pris le temps de traiter les questions relatives aux banlieues, pris le temps de la marche d'une certaine manière, en rupture avec une approche fait diversière, avec un agenda médiatique que dénonçait tout à l'heure Sabrina Cassa. Et cela, me semble-t-il, contribue à réparer, comme disait Samuel Thomas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc aujourd'hui, comment faire pour essayer de donner l'impression à ceux qui nous regardent, qui nous lisent et qui nous écoutent, que nous parlons d'une seule voix. Et que cette voix-là est porteuse d'un espoir sur le plan politique. Dans nos quartiers, réintégrer le vote, la place du politique, le rôle du politique. C'est pour moi le seul enjeu
Quand j'ai fait mon petit documentaire sur mon quartier, une dame est venue me voir à la fin de la projection et m'a dit « Vous m'avez redonné envie de voter ». Le maire l'ancien maire qui était à côté, me dit pendant 20 ans, je lui ai demandé de venir s'inscrire sur les listes électorales, elle n'a pas voulu. Donc le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'exister. Tu ne te réintègres pas dans l'espace politique, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, tu ne maîtrises pas ton agenda, aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan des idées. Et aujourd'hui, les quartiers dont on parle souffrent d'un élément qui n'est certainement pas la surconsommation, mais exister. Et quand on voit que parfois certaines villes n'ont en termes de représentation d'électeurs qu'un quart de leur population, la question centrale est celle-ci. Donc c'est notre rôle à un moment de braquer les projecteurs sur ce dysfonctionnement-là. Sans une réinterprétation de la citoyenneté, nos médias ne serviront à rien si ce n'est à informer. Et aujourd'hui, l'information, on en a eu, on en aura encore, mais le résultat, nous ne l'avons pas. C'est réintégrer toutes ces populations dont on parlait, parce qu'on parle des médias de quartier, mais dans ces quartiers, il y a bien des gens qui vivent, qui habitent. Ces gens-là, il faut bien qu'ils se réintéressent à leur quartier, il faut bien que les politiques se réintéressent à eux. C'est ce que vous avez fait, par exemple, à Caïna TV, moi je l'ai vu. Et à un moment, comme tu le dis, effectivement, la mairie commence à tendre l'oreille. C'est le rôle qui est le nôtre aujourd'hui. Tout le reste, à mon humble avis, c'est la perception que j'en ai, n'est que de l'information. Elle est diffusée, elle circule, mais pour autant, elle n'impacte pas le champ politique. Et donc, elle n'impacte pas l'agenda. On a donc des médias subis et non plus des médias choisis.